Good evening, everyone. I see we're all sort of enjoying those tunes. Before I introduce anyone, I'd like to invite everyone to use the interpretation or translation feature. It's at the bottom of your screen. Please Utilisez la find fonction interprétariat. Vous allez le retrouver sur le bas, en bas de votre écran. Et donc, ce symbole va vous permettre de choisir parmi les différentes langues que la plupart des prises de parole se feront en anglais, mais il y en aura quelques prises de parole en français. Alors, nous avons 4 interprètes fantastiques qui s'occupent de nous et qui font de l'interprétation à l'espagnol, en anglais, en français. Donc, je dois remercier notre équipe de traducteurs. Merci de nous accompagner lors de cette séance. Et de même que nous sommes en train de l'enregistrer, de même que tous les autres réunions que nous allons organiser dans le cadre de cet événement. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu, vous n'avez qu'à arrêter votre micro, votre caméra. Mais si par contre, vous n'avez pas de problème pour apparaître à l'écran dans ces cas-là, donc vous gardez votre caméra et donc vous participez à ces magnifiques débats. Je vais me présenter. Je suis Calom Elliott, vous le voyez, et je travaille pour Brest Métropole en France. Mais il faut savoir que je me retrouve à Devon, c'est-à-dire tout à fait au sud, et au sud de l'Angleterre. Je vais être quelque part l'animateur. C'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui, c'est la deuxième de 3 tables rondes. C'est une coopération entre les différentes instances qui font partie des AIH. Et donc, quelque part, on essaye de revoir toutes les questions qui nous semblent importantes pour les jeunes. Toutes les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont très intéressantes. Les personnes d'hier de même, mais tout ce monde-là a moins de 30 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un événement, c'est une rencontre organisée par des jeunes pour des jeunes. Nous avons 1 heure et demie à peu près, 1 heure et demie pendant lequel nous allons donc quelque part écouter des choses intéressantes. Nous voudrions donc partant de ce dialogue ou de débat, on va tirer 10 conclusions. Donc, hier, on en a tiré 10, aujourd'hui 10 et demain, on en tirera 10 de plus. Et à la fin, on aura 30 recommandations et qui, quelque part, en fait, 30 recommandations qui seront un peu comme une feuille de route pour nous, en fait. Pour nous, les jeunes, nous croyons que quelque part, il faut marquer le point à tous les niveaux, local et autres. Donc, nous pensons que ces 30 recommandations seront un peu comme le fil conducteur. Aujourd'hui, nous allons traiter le deuxième sujet, c'est-à-dire de l'éducation créative, donc à avoir un travail d'impact. Nous avons certains partenaires qui travaillent dans le monde de la formation, un institut français, un institut anglais. Et je suis sûre que mon accent ne doit pas être trop bon. Mais de toute manière, toutes ces institutions, donc l'institution aussi bien du Royaume-Uni que le centre de formation en France, en fait, ils attachent énormément d'importance quelque part à tester. Et ils ont beaucoup d'élèves très créatifs. Donc aujourd'hui, nous allons écouter du monde de l'enseignement, de la communication, du monde de l'art. Et en fait, toutes ces différentes personnes vont nous transmettre un peu ce qu'ils ont pu découvrir. On va découvrir de nouvelles manières d'apprendre et comment, donc, et quelque part, créer un impact positif sur la société et sur d'autres aspects. Il va y en avoir énormément de sujets. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Tel que je vous l'ai dit, en fait, c'est
de l'éducation créative, donc aux enseignements par impact. Mais nous allons démarrer avec un jeu. Alors, je vous demande, donc, que vous soyez, que vous ayez éteint le micro, enfin, ou la caméra ou autre, je vous donne 90 minutes, de 90 secondes pour vous lever de votre chaise et donc reprendre deux choses de ce qui vous entoure, c'est-à-dire un élément qui vous amène à être créatif, qui vous encourage à être créatif et un autre objet justement qui vous en empêche. Alors, il faut en choisir deux. Et là, je mets en route les 90 secondes. Et moi aussi, je vais me trouver ces deux objets. Un objet qui va m'amener à être créatif et un sujet et un objet qui m'en empêche. Bon, étant donné que nous sommes 83 aujourd'hui, alors je ne vois que très peu de visages. Je ne peux pas voir tout le monde, bien évidemment. Donc, alors moi, quelque part, je veux revoir un peu tous les écrans et je ne sais pas, je voudrais que vous me montriez les objets que vous avez choisis. Et alors maintenant, je vais ouvrir un questionnaire. Je vais vous lancer une question. Donc, lequel de ces deux objets vous utilisez le plus? C'est-à-dire l'objet qui vous amène à être créatif ou vous utilisez davantage l'objet qui vous empêche d'être créatif? Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, on utilise davantage les choses qui nous empêchent d'être créatifs. En fait, moi, mon téléphone portable, en fait, je l'utilise énormément et quelque part, ce téléphone portable m'empêche d'être créatif. Donc, regardez, montre-nous les objets que vous avez choisis pour que moi, je puisse voir. Alors, je vois les écrans. On démarre avec Florent. Qu'est-ce que tu as choisi? Ah, tu aimes cette tête? Moi, j'adore cet objet. D'ailleurs, j'étais un peu interpellée. C'est un objet que moi, je garde toujours sur mon bureau. C'est un objet qui m'inspire. C'est un objet qui m'amène toujours à être créatif. Je suis ravie de ton choix. Yann, je crois que tu as choisi deux objets assez anciens. Qu'est-ce que tu as? Moi, c'est des choses que moi, j'utilise tous les jours. C'est une agrafeuse et l'autre, c'est un stylo, c'est ça? Et lequel des deux objets t'amène à être plus créatif et lequel t'en empêche? Je ne peux pas te dire. Je peux vous dire que le stylo m'amène à être créatif. Par contre, la graffeuse m'en empêche. Ah, d'accord. Alors, je vois que tu utilises énormément la graffeuse. Oui. Liba, un piano? Alors, Léba, peut-être elle va nous jouer une chanson. Ce n'est pas le moment. De toute manière, c'est important de revoir toutes ces choses-là, c'est-à-dire voir tout ce qui nous entoure et qui nous amène à être créatifs. Je crois que ce soir, en tout cas, on devrait se quitter avec ce message, c'est-à-dire commencer à partir de demain à utiliser des choses qui nous amènent à être plus créatifs, car ça vaut le coup d'être créatif. Donc, merci de vous être prêté à ce jeu. Et je crois qu'il est question de pouvoir vous présenter les personnes, les orateurs d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons revoir l'importance de l'éducation créative indépendamment des contextes et indépendamment donc de l'espace. Donc, et alors, je vais nommer la personne et je vous prie de montrer ou de montrer nos mains ou de nous dire quelque chose. Frieder est un éducateur créatif, holistien et en plus, c'est un entrepreneur social. Il a un programme où il accompagne donc le projet de pépinière d'entreprise au sein de la College Unit. Il a créé une société qui accompagne des filles, des jeunes et qui les amène vers ou à explorer la question de la santé mentale. Alors, et en plus, ces méthodes sont très bonnes. Ensuite, nous avons Marion Lefebvre. Je ne te vois pas. Oui, je te vois là. Tu es là. D'accord. Je t'ai identifié. Il y en a certains qui ont un fond derrière. Il y en a d'autres qui n'ont pas de fond. Mais bon, Marion,
Marion est une élève, elle est éducatrice, elle est elle est entrepreneuse et quelque part, elle accompagne les instances à regarder les projets d'innovation à partir autrement. Elle cherche donc des manières créatives de passer à l'action. Ensuite, nous avons Aditya, bonjour. Alors, lui aussi est un ancien élève de NA. Alors, lui conçoit des produits et ce travail, quelque part, a un but de recherche. Alors, il y a une recherche sur la durabilité. Adita intervient actuellement sur ou essaye de changer le curriculum d'une école pour appliquer des méthodes d'apprentissage par le biais de l'action. Alors, avec eux, on va aborder la première de questions de cet après-midi. Et ensuite, nous allons voir un peu quel est le rôle des jeunes entrepreneurs au sein de cette société. C'est le deuxième sujet d'aujourd'hui. On va traiter l'environnement et pour ce faire, on aura avec nous des professionnels, des jeunes. Donc, une fois de plus, dès que je vais vous nommer, vous levez la main. Louise, ça y est, on t'a vu, Louise. Alors, Louise, moi j'adore ce nom, Louise, ce prénom, pardon, Louise. Alors, elle est consultante, elle est freelance et elle s'occupe, ou elle travaille surtout dans le monde de la conception, du design. Elle est sur le secteur mode et elle accompagne avec de l'innovation et elle accompagne des entreprises pour quelque part améliorer leur vision. Et avec cela, c'est pas elle qui va leur vendre des lunettes, c'est autrement. Et ensuite, nous avons Sarah. Ah, je te vois là-haut. D'accord, Sarah, bonjour. Alors, je crois que c'est le prix au tricot le plus joli de cette réunion. Sarah est une artiste mixte, ce qui veut dire qu'elle va créer, elle crée des œuvres d'art, donc mixtes, donc des œuvres amusantes, abstraites, et donc elle peut travailler aussi bien la peinture qu'elle peut travailler des vêtements ou des formes de vêtements. Là, je teste les traducteurs pour voir un peu le nombre d'adjectifs ils sont capables d'utiliser. Ensuite, Suzy. Bonjour Suzy. Alors, elle aussi, elle travaille dans une entreprise, dans un bureau, fait de la conception. Elle considère que le design est une langue de connexion entre les personnes et que le design, nous devons l'utiliser en tant qu'outil pour imaginer et pour inventer le monde d'avenir, le monde de demain. The streets feel alive. We're mixed with life. Ghost town Donc, bonjour Suzy, je suis ravie de t'avoir avec nous ainsi que tous les autres. Alors, on va se lancer. Je crois que je me suis trop exprimée, donc je vais passer la parole aux différents experts. On va commencer, on va continuer avec une autre question que je veux vous lancer par le biais du sondage. Vous allez voir une phrase et il faut que vous nous disiez si vous êtes vraiment un peu d'accord, pas du tout d'accord, très d'accord, etc. Alors, la question est la suivante. La créativité est importante pour nos expériences d'apprentissage. Alors, la première option, pas du tout d'accord. Ensuite, en désaccord. Ensuite, je ne suis ni d'accord ni en désaccord. Ensuite, je suis d'accord. Et la dernière option est je suis vraiment d'accord. Alors, on parle beaucoup enseigner d'une manière créative. Et la plupart du temps, en fait, quand on l'entend, on pense toujours à des méthodes. Par exemple, une question que l'on peut lancer sur Zoom pour que l'apprentissage plus ludique, plus agréable. C'est de ça que nous parlons quand on dit qu'on veut appliquer la créativité à l'apprentissage. Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir et je pense que vous avez dû répondre. Alors, si quelqu'un a une question à tout moment,
Et donc, vous pouvez donc nous envoyer votre question sur les chats. Et à un moment donné, on va vous répondre. Donc, voyons un peu les résultats. La créativité est importante pour notre expérience d'apprentissage. Voyons un peu les réponses. Je crois qu'on est très optimiste. Je vois que la plupart du temps, est vraiment, il y a quelqu'un il y a beaucoup de gens sont vraiment en accord. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas du tout d'accord avec cette phrase. Peut-être il faut que l'on revoie la question et que cette personne-là nécessite de s'exprimer ou voudrait s'exprimer. Donc, Frieder, on va voir un peu les résultats. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas du tout surprise. C'est normal. C'est tout à fait normal. Merci, Friedel. Alors maintenant, nous allons donc parler de l'éducation créative. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'éducation créative? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? Il se peut qu'il y ait des gens parmi nous, des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce concept, de cet enseignement créatif. Nous, quand on parle de créativité, il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi, je ne suis pas créative, et ils s'arrêtent là. Ils vont pas au-delà. Mais je crois que même toutes ces personnes peuvent être créatives. Nous, dans mon entreprise, nous le faisons. Nous le faisons justement pour relier les connaissances, pour connecter les connaissances. Donc, quelque part, c'est une manière de se connecter avec notre propre créativité pour arriver à des méthodes qui touchent les gens, qui touchent. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as dit. Et il est vrai qu'il y a des gens qui nous disent je ne suis pas créative, je ne suis pas créative, mais je crois que nous sommes tous et toutes capables d'utiliser notre créativité. En fait, on dirait qu'il y a des gens qui sont sciences ou lettres, en fait, que leurs études, en fait, les ont amenés à... Mais je pense qu'indépendamment que ce soit les lettres ou les sciences qui priment sur notre vie, on est tous créatifs. Alors, je crois que la créativité nous apporte énormément. Moi, ce que j'adore de l'éducation créative et que quelque part crée un lien enfin, indépendamment des origines, il se peut que même ils ne partagent pas la même langue, mais je crois qu'ils ont tous d'accord, ou ils se retrouvent tous dans cette éducation créative. Ce sont des choses que nous voyons tous les jours dans les classes ou dans les écoles. Et en plus, l'éducation créative donne réponse à différents besoins d'apprentissage. On peut utiliser donc le théâtre, on peut utiliser les jeux, en fait, et toutes ces méthodes, et toutes ces pratiques donc permettent de créer un sentiment d'appartenance. Les gens se sentent intégrés. Nous utilisons énormément de méthodes, énormément de techniques et quelque part à la fin, on adapte la méthode au groupe. On s'adapte aux besoins du groupe. Il y a énormément d'outils qui sont à notre disposition. Sur Pixis, par exemple, cette entreprise, dans ton entreprise ou l'entreprise où tu travailles, je crois qu'on parle beaucoup de ces sujets et des différents avantages. Alors, pourquoi il est important d'utiliser des méthodes créatives pour ouvrir des débats? Nous travaillons beaucoup avec des jeunes et on travaille toujours au moment de l'adolescence, donc les changements qui vont se produire à un moment donné de leur vie. Alors, on leur pose des questions sur tous ces sujets. Alors, on parle aussi de la santé mentale et ce que nous faisons est essentiel car on parle des jeunes, on parle de filles qui peuvent avoir entre 8 et 12 ans. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas de l'éducation sexuelle ce que nous faisons, mais si je me rappelle ce que je voyais à l'école, je peux vous dire que les différentes matières que j'avais à l'école ne me donnaient aucune réponse. Les questionnements de toutes ces filles, toutes ces questions, en fait, ne trouvent pas réponse dans les matières que l'on voit à l'école. Nous, on essaye de quelque part de les toucher autrement. Et c'est vrai que notre travail est vraiment bon aussi pour d'autres tranches d'âge. On l'a testé et ça marche. Les gens s'amusent, les gens se détendent, les gens donc rentrent en contact. Alors,
Et donc, c'est fantastique de pouvoir enseigner. De- Et je ne vois pas d'autre moyen. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen d'enseigner. Je vois que vous avez trouvé de manière ou des méthodes créatives pour enseigner. Crois-tu qu'il est important que d'autres institutions ou d'autres centres d'éducation utilisent ces méthodes? Il vaut mieux que chacun utilise ses propres méthodes et que les choses ne se mélangent pas. Moi, je pense que les deux manières d'accéder à l'information, les deux manières sont importantes. Si je regarde un peu l'enseignement normal, des groupes un peu trop importants, peu de temps, c'est vrai que les professeurs, c'est vrai que la plupart du temps n'ont pas le temps de se former. Donc, bon, et moi, je crois qu'on ne pourrait pas leur demander de passer uniquement par l'éducation créative. Ils n'ont pas le temps pour cela. Mais nous, quelque part, on peut changer la dynamique d'une classe, d'un groupe, et ce que nous faisons est améliorer. On introduit des changements, on adapte l'enseignement normal, l'enseignement et nous travaillons avec des centres d'éducation, on travaille avec des institutions, par exemple avec des clubs de jeunesse, des jeunes, où il y a beaucoup de manières et beaucoup d'endroits qui sont adaptés. Nous, on intervient et on améliore la réalité. C'est très bon, c'est magnifique. Alors, magnifique. Maintenant que tu nous as un peu expliqué ton travail, je tiens à vous dire que sur le chat, vous avez un lien pour que vous voyez un peu le travail de Frieden. Alors, je crois que maintenant, nous pourrions donc passer la parole à Diti, car nous discutons ou nous revoit des choses qui sont assez proches ou qui sont assez semblables. Et moi, je crois qu'il y a des points de connexion entre le projet d'Adita et le projet de Fredil. Effectivement, il y a des points de ressemblance. Nous, on veut se carter du système traditionnel qui va d'en haut en bas et nous, on est pour un système plus horizontal, un système fondé sur la coopération et surtout qui fasse comprendre aux gens comment est-ce qu'ils apprennent. Alors, je crois qu'il est important d'identifier cela, de comprendre, comprendre ce on apprend et pourquoi on l'apprend. Alors, tu as fait un commentaire qui m'a paru très intéressant et très important. Adita, est-ce que tu pourrais aller un peu plus dans le détail? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton travail de tous les jours? Oui, bien évidemment. Quand je vous dis que je voudrais avoir des espaces ou élargir les espaces, c'est que j'essaye de faire et quelque part de donner des outils aux gens qui se forment. Par exemple, nous le faisons avec l'électronique des open source. C'est ce que nous faisons en utilisant donc les imprimantes 3 dimensions. Mais maintenant, je parle des choses que l'on puisse toucher. Mais il y a beaucoup d'aspects de ce que nous faisons que l'on ne peut pas toucher. Alors, par exemple, je tiens à souligner l'idée de coopérer, c'est-à-dire découvrir comment est-ce que tu apprends, comprendre, par exemple, comment est-ce que tu peux te auto-enseigner? Donc, faire de l'auto-enseignement et donner des outils pour que les gens apprennent à apprendre. Alors, c'est ce que l'on appelle community building, c'est-à-dire partager les connaissances et créer une communauté. D'ailleurs, tu nous as dit que vous mettiez des ressources et des personnes à la disposition. Je crois que d'autres, moi, je crois que c'est très important. Tu nous parles des centres qui pourraient aider des jeunes. C'est ça, j'ai bien compris. C'est-à-dire, on met à leur disposition un espace pour tester. Est-ce que tu as eu déjà quelques résultats est-ce que tu vois des changements? Est-ce que tu perçois des changements? Donc, une chose, c'est qui a le plus changé, en tout cas pour moi, est que il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas, qui ne savent pas utiliser la technologie ou quand ils doivent trouver des solutions avec d'autres. Et je crois que notre projet Make Spacer permet ou fait en sorte que les gens n'aient pas peur de cette technologie, qu'ils utilisent donc d'une manière aisée la technologie.
J'ai vu que les personnes ne se posent pas la question, ils ne se demandent pas pourquoi je suis en train d'apprendre cela, car ces gens-là sont capables de trouver une réponse à leur questionnement. Alors, crois-tu que cette manière d'aborder l'éducation, en fait, les jeunes décident de leur propre éducation, tu crois que cette réalité est importante pour les entreprises dans l'avenir? Oui, pour moi, oui. Le fait que quelqu'un puisse être plus ou moins employable, en fait, que plus ou moins valable pour le monde du travail, en fait, fait en sorte que les compétences changent ou les compétences que l'on cherche changent. Et en plus, le changement de paradigme au niveau des compétences, ce changement se fait très rapidement. Avec notre projet, les gens apprennent seuls. Et ça, c'est une capacité qui est très attrayante pour les entreprises. Cette possibilité te permet de faire une analyse de ta démarche, de ta manière de faire. Ça te permet quelque part aussi d'avancer dans ton propre itinéraire de formation. Et cela, même sans avoir à revenir à l'école. Alors, je vais essayer d'être claire. Dans l'éducation formelle ou dans l'éducation classique, on obtient toujours un diplôme à la fin. Tu passes un examen et tu finis par obtenir une attestation ou un diplôme et autres. Mais dans l'éducation créative, les choses ne se passent pas comme ça. Alors, peux-tu nous expliquer comment est-ce que cela se fait dans la pratique? Pour moi, dans l'éducation créative, le travail que tu fais parle à ta place. En fait, on le voit, on le perçoit, tes actions, ta manière de faire parle de toi. Et quelque part, c'est le diplôme que tu obtiens. Par exemple, si tu dis, moi, j'ai participé à tel ou tel autre projet, donc, et cela montre que j'ai ces capacités. Je n'ai pas besoin d'avoir un papier qui montre ou qui Oui, atteste. c'est C'est de une mes manière tout capacités. à fait différente, quelque part, de prouver. Je vais vous poser encore une deuxième question, une question qui s'adresse à vous tous. Il faut que vous nous disiez si vous êtes tout à fait d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Ma phrase est la suivante. La pensée créative est importante dans le monde professionnel. La pensée créative est importante en milieu professionnel. Alors, il faut que vous nous disiez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes vraiment très d'accord. Alors, et on a les différents niveaux intermédiaires. Parfois, il est important de penser d'une manière créative quand on travaille. Mais imaginons que l'on fait partie d'une équipe énorme, d'une entreprise immense et que quelque part, il faut pas être trop hors norme. Si on est trop créatif, peut-être que l'on est un peu hors norme. Je suis d'accord avec la phrase, mais j'essaie de vous l'expliquer parce qu'il se peut qu'il y ait des gens dans le groupe qui ne pensent pas comme ça. Donc, voyons un peu quels sont les résultats. Alors, je crois que les choses sont assez évidentes. La plupart des gens sont d'accord. Le 65% des personnes qui ont répondu sont vraiment d'accord. Adita, qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Oui, je suis tout à fait d'accord. La créativité est essentielle et cela dans n'importe quelle profession. En plus, la plupart d'entre nous, nous sommes créatifs. Nous le sommes tout le temps, tous les jours, à tout moment, et même sans trop se rendre compte. Et d'ailleurs, quand on fait les choses, on ne se rend même pas compte jusqu'à quel point on est créatif. Et il faudrait que l'on le mette en valeur. Et si l'on réfléchit un peu, on se rendra compte que quelque part, la créativité, en fait, est présente dans tous les pans de notre vie. C'est un peu comme le jeu. C'est-à-dire, je vous ai demandé un objet et vous avez tous trouvé un objet ou deux qui vous empêche d'être créatif. Moi, le cahier. Alors, le cahier n'est pas trop créatif, mais le cahier m'aide à être moi créatif. Donc, merci Adita. Je crois qu'on vous a publié un lien sur le chat qui explique un peu mieux le travail d'Aditya. Maintenant, je vais voir Marion. Marion, où est-ce que tu es? Je suis là. Marion,
Alors, toi, tu viens du monde de la conception, du design, donc, et en tant que professionnel, coach professionnel, donc, tu accompagnes différentes organisations. Alors, tu peux nous expliquer un peu plus, tu peux nous dire, en fait, comment est-ce que tu fais, tes différents clients, qu'est-ce que tu fais avec eux? Oui, merci. Effectivement, ouais, je bosse. Moi, je suis designer de formation, formée à l'école de design à Nantes. Et depuis 8 ans que je suis à mon compte entrepreneur, j'aide des entreprises, des collectivités et même des écoles à être créatifs, à être innovants. Et en fait, qui dit innovation dit finalement changement. Et les gens, l'humain, tout ce que nous sommes ce soir sur Zoom, le changement, ça peut nous faire peur. Et moi, quand ça, je l'ai touché du doigt pendant mes projets d'innovation et de créativité, je me suis formée au coaching professionnel, et en me disant, tiens, comment cette approche aussi de l'humain peut aider pendant les projets d'innovation à débloquer finalement les freins que peuvent amener la créativité et l'innovation. Parce que je suis d'accord avec Aditya, je pense qu'on est tous créatifs, mais que parfois on ne se l'autorise pas forcément. Oh, brilliant. That sounds like the sort of thing that C'est très bon. J'ai beaucoup aimé, Marion. Je crois que tu as touché la question. Je pense que la créativité est bonne pour tous. Et donc, un coaching, en fait, quelqu'un qui arrive et qui leur dit eh, c'est bon, ne t'en fais pas, le changement est bon. C'est pas parce que tu as fonctionné de telle manière pendant de nombreuses années qu'il faut que tu aies l'obligation de continuer. Alors, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer encore un peu plus comment les professionnels, comment les sociétés peuvent utiliser le coaching que tu fais? Ouais, bah en La fait, deux- mais un peu comme quand on est sollicité à l'école ou pendant ses études, etc. Je pense que le premier point qui est important vis-à-vis de ce coaching créatif, si on l'appelle comme ça, c'est d'avoir envie. Et je pense que des adultes comme des jeunes, des étudiants, ça passe déjà par l'envie. L'envie d'être créatif, l'envie de changer des choses, de bouger les lignes. Donc c'est comment susciter cette envie et comment susciter la motivation. Après, je pense aussi que c'est un investissement parce que qui dit créativité dit parfois des erreurs. Parfois, ça peut être des belles erreurs, hein. Le post-it, à la base, tout le monde le connaît, mais c'était une erreur finalement, et c'est devenu une superbe idée. Donc, c'est comment être prêt à passer du temps pour chercher, peut-être parfois ne pas trouver tout de suite, mais in fine, trouver la bonne idée. Et c'est aussi un peu de confiance, confiance en soi, confiance dans les techniques et toutes les nombreuses processus qui existent créatifs. Donc, avoir confiance en ça, confiance dans le collectif aussi, parce que finalement, la créativité, c'est aussi un processus collectif. Donc, je pense que ce serait ça les trois éléments. absolutely so important to Bueno, not be je afraid. suis tout à fait d'accord. Je crois que les gens ne devraient pas avoir peur de se tromper. Moi, je suis musicien, moi, je crie mes propres paroles. Et pour moi, le plus difficile est commencer, juste commencer à écrire. C'est-à-dire aller au-delà de la peur de penser que ce que tu vas écrire ne sera pas à la hauteur. Donc, tu commences à écrire et bon, tu te rends compte que peut-être les premiers mots, en fait, ne sont pas très bons, mais ensuite, les choses s'améliorent. Marion, je sais que tu as travaillé avec beaucoup de jeunes, je sais que tu les as accompagnés dans cette question d'entrepreneuriat. Alors, pourquoi il faut que les jeunes soient entrepreneurs? Pourquoi il faut qu'ils aient cette pan d'entrepreneuriat? Ben, je pense déjà que implicitement, ils le sont parce que eux, la peur, alors là, je parle plutôt de collégiens, par exemple, avec qui j'ai pu travailler sur des projets. Il y a pas mal d'associations qui existent en France. Je pense à deux. Il y en a une qui s'appelle Entreprendre pour apprendre et l'autre qui s'appelle les Entrep. En fait, finalement, c'est des jeunes qui sont amenés à entreprendre, donc quelque part à être créatifs parce qu'ils vont inventer de nouvelles choses. Et finalement, ils ont le soft skills, on va dire, inné d'oser. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'essayer, d'être parfois peut-être dans le ridicule. Et finalement, ces jeunes, ils ont cette capacité un peu innée à entreprendre. Après, j'ai également fait un projet là récemment avec un département en France, l'Eure-et-Loire, où la réflexion était donnée à des collégiens pour réfléchir au collège du futur. Et bien sûr, il y a des adultes qui les accompagnent dans cette réflexion, mais en fait, toutes les idées qu'ils proposent et toute la façon dont ils les ont de les matérialiser, pour reprendre aussi ce que disait Aditya tout à l'heure, faire des maquettes,
ils ont des bonnes idées. En fait, ils attendent que d'être écoutés parce que les idées, ils les ont autant. Et après, je pense que les jeunes ont tout à être entrepreneurs ou du moins à entreprendre des projets parce que finalement, ils apportent un regard neuf aussi sur la société, sur nos enjeux, sur nos problématiques actuelles. Euh, et ce regard neuf, il les aide autant eux pour améliorer leur futur, mais autant aussi les professionnels et les adultes que nous sommes aujourd'hui bah, pour repenser le monde et essayer de le faire différemment et pourquoi pas mieux. I completely agree with that. And one thing I will Je suis tout à fait d'accord. Alors, je crois que et j'insiste, une chose sur laquelle il faut insister est que nous, en tant que membres d'une société, nous pensons toujours que, ou en tout cas au Royaume-Uni, en fait, on cherche toujours des gens ayant des diplômes, c'est-à-dire des gens qui vont passer le bac, en fait, des gens qui vont rentrer en fac, et on dirait qu'on a besoin de plus en plus de diplômes. Sinon, tu n'es pas entendu, tu n'es pas écouté. En tout cas, c'est le plus partagé. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as dit, quand tu nous as dit que les jeunes les jeunes nécessitent d'être entendus. Alors, peut-être qu'il y a certaines, enfin, je pense que peut-être tous ces jeunes-là n'ont pas besoin de suivre la voie tracée, c'est-à-dire la voie des diplômes. Est-ce que tu as une idée de l'éducation formelle et comment est-ce qu'on pourrait comparer cette éducation formelle avec l'éducation créative? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, le diplôme, c'est la référence parce qu'il y a l'institution, ça donne une certaine valeur. Mais aujourd'hui, on questionne aussi beaucoup les soft skills qui finalement sont peut-être pas évaluables dans un diplôme. Et je pense que la pédagogie créative pourrait et même devrait demain encore plus souligner les talents de collaborative, enfin les talents de collaboration, les talents d'autonomie, les talents de test and learn ou en tout cas d'expérimentation. Et toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là, finalement, ça vaut peut-être plus qu'un diplôme. Et je pense que ça pourrait être des compétences qui demain viennent illustrer justement ce qui se passe dans les pédagogies créatives. Yeah, really cool idea. Just change the mode of C'est assessment. vrai. C'est super. Essayer de changer le système des diplômes. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour n'importe quel, que ce soit pour Friedel, Mariam. En fait, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, alors dans ce cas-là, écrivez vos questions dans le chat. Je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a des questions. Friedel? Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais compléter? Tu voulais apporter? Est-ce que tu crois que cette question des diplômes a des avantages? Moi, je travaille avec des jeunes qui ne sont pas, qui travaillent pas pour l'instant, ne sont pas. Alors, je pense que peut-être cette question des diplômes est importante pour des parents ou pour des professeurs. Alors, car c'est vrai que ils ont constaté que les élèves qui participent à nos séances sont plus curieux, participent davantage, ils sont plus prêts à intervenir. Donc, ce qui est très positif, bien évidemment. Et en même temps, c'est que les écoles ou les institutions traditionnelles doivent comprendre que l'employabilité et les résultats, les examens des élèves, que tout cela change. Et quand les élèves s'amusent, c'est là qu'ils obtiennent de meilleurs résultats. Donc, c'est pour cela qu'il est si bon de quelque part avoir ce type d'éducation, donc une éducation plus créative. Comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer avec l'éducation formelle? Peut-être qu'il faudrait faire un mix des formations hybrides, que tous ces questionnements donc, soient plus présents dans l'agenda politique et que tout cela se fasse en coopération.
qu'il y ait donc cette interaction avec l'éducation formelle. Moi, c'est une idée que j'adore et en plus, je pense que c'est une idée tout à fait faisable. C'est vrai que parfois, on est un peu trop optimiste. Oh, mais oui, je crois que c'est faisable ce que tu es en train de nous décrire. Nous avons donc une question de Nicolas sur le chat. La question est, tout le monde peut être créatif? Je vais poser la question à Edita, mais je vais retourner la question. Je vais lui demander qu'est-ce que tu fais auprès d'une personne qui est convaincue qu'elle n'est pas créative? Un jeune qui pense qu'il n'est pas créatif, qu'est-ce que tu en fais? Alors, ce qu'il faut faire est notamment lui dire oui, lui dire dans ce domaine, tu es très créatif. Tu es en train d'être créatif, car la créativité est quelque chose qui est en nous, qui est inné à nous. Mais il faut reconnaître le moment où tu es créatif. Il faut identifier ces moments. Par exemple, tu vas à l'école et donc tu suis une voie, un trajet. Et un jour, tu changes de rue. Un jour, tu décides d'y aller autrement. Mais ça y est, tu es créatif. C'est une manière de chercher autre chose. Alors, montrer, et c'est un exemple. Et quelque part, cet exemple me permet à moi de leur montrer qu'ils sont créatifs et que tout le monde peut être créatif. J'ai beaucoup aimé ton exemple. Alors, la manière de marcher, la manière que tu choisis d'aller quelque part, cette manière, c'est même une chose aussi banale et une chose créative. Yaikov a mis une question, mais je n'arrive pas trop bien à saisir la question. Alors, il nous parle de temps de préparation. Donc, Jacob, pourrais-tu nous expliquer, pourrais-tu nous en dire davantage? Mais j'ai envie de vous lancer une question à vous tous. La question est que l'empêchement le plus fort pour donc l'éducation créative, et c'est une question que je pose à Marion. Quel est l'empêchement le plus important pour toi? Moi, je pense que c'est le conformisme. Alors, qui est peut-être amené par la société, mais il y a derrière la créativité, il y a faire différemment. Donc, peut-être oser être un peu différent. Et aujourd'hui, de ce que je vois et qui est très flagrant finalement chez les lycéens ou même les étudiants, c'est qu'ils commencent à être dans un cadre duquel il est compliqué de sortir. Alors que pour bosser aussi avec des collégiens, ce cadre, ce conformisme les a pas encore trop, on va dire, enfermés et ils osent être créatifs. Donc pour moi, la barrière, c'est le plus grand obstacle, c'est le cadre qui crée des personnalités un petit peu similaires au fur et à mesure des années et notamment à l'école. Pas si c'est une tendance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que l'on va remarquer et que ce conformisme donc va augmenter dans la prochaine décennie car nous avons l'accès à la technologie et le conformisme. Plus s'il y a des technologies, plus de temps on reste sur Instagram, plus conformiste et alors on passe à la prochaine activité. Donc je merci. Donc merci à tous les participants du premier sujet. Maintenant nous allons aborder le deuxième sujet de l'après-midi d'aujourd'hui. On va voir donc un lien qu'on va publier sur le chat. C'est une plateforme qui s'appelle Milo. Donc Milo, qu'est-ce que c'est? Milo, c'est ici, c'est ce chat. C'est une plateforme de coopération qui nous permet de travailler tous ensemble en même temps. Alors, cliquez sur le lien pour voir un peu comment est-ce que cette plateforme fonctionne. Et à la fin, vous allez arriver à une question. Alors, la question est comment peut-on nous traiter ou aborder les défis de notre société et les défis de notre environnement de l'environnement actuel, mais d'une manière créative. Donc, prenez ce post-it et remplissez-le. Mais si Milo ne marche pas pour une raison quelconque ou si vous avez des problèmes avec la plateforme, dans ces cas-là, mettez votre réponse sur le chat. Alors, je vais vous donner 5 minutes pour que vous répondiez à la question qui vous est posée.
Vous avez aussi un peu de temps pour prendre un verre d'eau ou vous pouvez vous lever. Et donc, dans 5 minutes à 58, à 7h58, on reprend le débat. 5 minutes pour répondre à la question. Merci. Je voulais aussi dire à Jacob, je tenais à le remercier. Il nous a quelque part un peu, il a mieux formulé sa question. Donc, vous avez 5 minutes pour écrire vos idées à la question. Comment peut-on traiter les défis sociaux et environnementaux d'une manière créative? The streets feel alive. We mix with life. Ghost town goodnight. Okay, folks. Merci I know de we're partager vos enjoying idées. Merci de... Alors, je crois qu'il y a des choses très intéressantes. bits of text on that screen. J'ai beaucoup aimé un message, être frugal. Mais c'est vrai que la personne a utilisé énormément de mots pour... Donc, nous allons voir la question avec Louise, Sarah et Suzy. Donc, nous allons les écouter lors de... Alors, on va Louise, Sarah et Suzy. Alors, 3 créatives qui travaillent dans de filières créatives. Il serait bon d'écouter votre avis sur ce que vous avez écrit. Alors, Sarah, tu pourrais choisir une idée la plus surprenante pour toi et de pouvoir nous dire ce que tu en penses. Bonjour. Bonjour tout le monde. L'idée, il y en a deux. Il y a 2 idées qui m'ont interpellée. Financement pour des projets créatifs et créer d'une manière folle avant de se lancer dans un projet. Donc, être fou, devenir fou, se laisser imprégner par la folie, je crois que c'est nécessaire, surtout quand on démarre. Car il y a des gens qui évitent, il y a des gens qui n'osent pas, ils essayent de ne pas trop réfléchir et surtout de ne pas réfléchir d'une manière folle. Mais c'est vrai que la folie donne de bien meilleurs résultats. Et en plus, tu t'amuses et cela t'amène à faire des choses où il se peut qu'à la fin, ton résultat soit complètement différent de ce que tu attendais. Et ensuite, le financement. Je crois que la question du financement pour des projets créatifs est une question difficile. C'est vrai qu'il y a du financement, qu'il y a de l'argent, mais c'est très difficile de pouvoir toucher cet argent. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Merci, merci, merci Sarah. J'espère, peut-être que quelqu'un est en train de se dire, elle a pris mon post-it. Maintenant, je vais passer la parole à Suzy. Suzy, qu'est-ce que tu en penses? Choisis un poste ou 2 ou un, choisis quelques-uns? Qu'est-ce qui t'a surpris? Oui, financement pour projets plus créatifs. Alors, ce post-it, il est très important. Il est très important. Nous, on fait des projets et à la fin, j'ai le sentiment que ce sont les projets les plus créatifs, ceux qui nous inspirent davantage. Quand tu conçois dans ton monde, à la fin, on dirait que ce sont les projets qui ont des meilleurs débouchés. Donc, moi, je choisis donc financement pour des projets créatifs. Donc, je choisis le même poste. Il y en a un autre qui m'a aussi beaucoup surpris. Il y a quelqu'un a dit qu'il faut pas apprendre, mais oublier ou faire retour en arrière. Et moi, je crois que c'est quelque chose que je vais appliquer à tous mes projets. Je crois que ça va me permettre de changer mon regard, de voir les choses, mais autrement. Le fait que tu aies des méthodes, en fait, le fait d'avoir des méthodes ne fait pas de toi un meilleur professionnel. Il faut oublier. Et Louise,
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Louise? Alors moi, j'ai beaucoup aimé la personne qui a parlé du fait qu'il faut revoir notre avis sur des experts. Il y a des gens qui sont dans des postes de décision qui ne devraient pas être là, qui n'ont rien à faire sur ces postes-là. Donc, il faut, il faut faire très attention. Il faut faire très attention quand il s'agit de choisir l'expert. Et je crois qu'il faut plutôt voir l'itinéraire professionnel de la personne. Il s'agit plutôt de voir à qui on va donner la parole. La passion est importante aussi. Et en plus, on est tous en train d'apprendre. On apprend tous les jours. Donc, et c'est très difficile de considérer qu'on est devenu des experts étant donné qu'on est dans la formation continue ou dans l'apprentissage. Alors, et j'aime beaucoup me demander pourquoi maintenant on te laisse parler, parce que tu es devenu un expert et jusqu'à maintenant, non. Alors, je crois que maintenant, on devrait revoir le syndrome du trompeur ou de l'imposteur. Il y a des gens qui travaillent très bien, mais il y a des gens qui ne pensent qu'au niveau supérieur. Et donc, leur travail n'est pas ce qu'on attend. Alors, on revient à Sarah. Sarah, à nouveau, tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais? Je sais que tu peins, et je sais que dans tes tableaux, il y a des liens entre le monde naturel et le monde, les hommes. Et je sais que tu utilises beaucoup dans tes tableaux, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. Alors, pourquoi tu le fais? Pourquoi ce choix? Moi, j'adore les animaux, il faut le dire, je dois le dire. Donc, je crois que ce que je fais est quelque part pour sensibiliser. Et pour cela que je tiens à que les animaux en voie de disparition fassent partie de mes œuvres. Quand je commençais à peindre, c'est la première chose qui m'a surprise. Alors, j'ai toujours été très sensible à la question des animaux. Et donc, en fait, j'étais à Londres, je me suis déplacée à Devon et c'est là que j'ai commencé à me promener en forêt, à me promener. J'étais assez déprimée, j'étais un peu fâchée avec le monde. Alors, je me posais beaucoup de questions, j'étais un peu pas bien. Et cette connexion avec la nature, avec cette nature, c'est ce lien-là qui m'a menée à regarder les animaux. J'ai fait une petite recherche, je suis rentrée en contact avec des ONG et je suis rentrée en contact avec des éducateurs de la mer. Et ce que je faisais avec eux, c'était leur poser des questions, car je voulais arriver à une œuvre qui tienne compte de ces espèces, des animaux en voie de disparition, mais un travail amusant. Je voulais des tableaux amusants, des tableaux qui attirent l'attention des gens et en même temps des tableaux qui amènent les gens à réfléchir. Donc, alors, ce que j'essaye de faire ou ce que je veux faire avec mes tableaux et que les gens souhaitent aller au-delà, ils s'interrogent sur les animaux qui apparaissent sur mes tableaux ou comment j'utilise la couleur ou pourquoi j'ai choisi un tel ou tel autre animal. Alors, j'ai le sentiment que tes peintures, en fait, visent quelque part à ouvrir des débats. Alors, sur le chat, on a mis un lien à ton site web. Vous allez voir que les tableaux sont amusants, que c'est des tableaux surprenants. Moi, j'ai aimé les tortues. J'étais très surpris par tes tortues. Alors, Louise, nous allons voir un peu qu'est-ce que Louise peut nous apporter. Toi, tu travailles dans la mode. Et Sarah aussi travaille dans la mode. Elle aussi, elle travaille avec des textures, elle travaille avec des tissus.
Alors moi, je voudrais te demander si tu as senti un changement dans l'industrie de la mode à partir du moment où on est ces 10 dernières années, c'est-à-dire à partir du moment où nous sommes devenus un peu plus conscients. C'est vrai, oui, il y a eu un changement, c'est vrai. C'est-à-dire que dans les années 60, dans les années 70, on commençait à entendre parler. Mais c'est vrai que ces dernières années, grâce à Instagram, que le débat est vraiment hyper présent. Maintenant, il y a un risque. Et le risque vient du fait que peut-être que il est un peu trop à la mode. En fait, le sujet, il est un peu trop à la mode et que l'on perd le fond, le fond. Mais je crois qu'au fond, c'est que je crois que cette tendance est tout à fait logique, que tu te demandes si le vêtement que tu portes, ou alors voir un peu comment est-ce qu'elle a été faite, ce vêtement, comment est-ce que ce vêtement a été fait, s'il a été fait d'une manière éthique. Donc, j'aime, et parfois je suis très positive, et parfois je me pose un peu trop de questions car j'ai le sentiment que quelque part retourner la question serait assez facile. C'est la beauté des hashtags. Les hashtags te permettent de te lancer dans le monde, mais à la fin tu es limité ou tu te limites à un mot ou à une phrase. Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. On va passer la parole à Suzy. Alors, toi, tu es une conceptrice, une globale. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Alors, la manière la plus facile de vous expliquer mon travail en tant que dessinatrice globale est de vous dire que moi, je touche toutes sortes de conceptions. Je travaille le produit, je travaille la décoration, je travaille. Et ce que l'on vise avec cette conception globale est quelque part de garantir que les projets dans lesquels nous intervenons, ce soient des projets très bien conçus et très bien faits. Et pour cela, nous tenons compte de tous les aspects du projet et nous aimerions que les valeurs de cette campagne ou les valeurs du produit soient toujours présentes, on ne les perde jamais. Je travaille dans une entreprise, WordPoint, et je crois que nous sommes très bons. D'ailleurs, on a bien défini ce que c'est un designer global. Alors, on vise à créer des expériences, on cherche à créer d'autres espaces. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on va unir la créativité avec le design pour créer le monde de l'avenir. Donc, d'un côté, nous faisons donc une conception globale selon une perspective de projet et de service, mais c'est vrai que nous concevons aussi des expériences qui mettent l'accent sur la partie créative de nos gens, des gens et des entreprises. Et comment est-ce que nous le faisons? Nous le faisons par la voie des ateliers, en essayant de profiter de toutes les idées, tous les commentaires que les gens qui participent au projet puissent faire. C'est ma manière de définir, mon travail global. Tel que tu as décrit ton travail, je me demande comment est-ce que nous pouvons utiliser ces capacités pour les partager avec d'autres, comment est-ce que nous pourrions l'appliquer, ce concept, comment est-ce que nous pourrions l'appliquer à la société? Ta question est très difficile. Alors, je sais que la créativité, quelque part, il faut l'encourager, la promouvoir. Mais est-ce que nous pouvons le faire tous les jours? Oui, en faisant un petit effort, être créatif et avoir une mentalité ouverte. Et Adita nous a parlé nous a parlé que quelque part on peut être créatif juste dans nos déplacements. Quand on se déplace, il y a des gens qui se disent être créatif, c'est peindre. Non, 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 non. Ta chambre, ta manière de te sentir, en fait, tout peut être créatif. Nous essayons les gens
à trouver la créativité Because qu'eux, ils portent en eux-mêmes. the thing that you Et find in your life qu'ensuite, cette créativité sorte. Donc, you really oh, ce que nous essayons avec notre travail est notamment de profiter des expériences des gens, utiliser l'expérience des gens et insister sur ces expériences de vie. C'est vrai que tous les produits que l'on peut retrouver n'importe où, tous ont été conçus. Il y a quelqu'un a dû réfléchir, a dû penser à cet objet. Alors, le design nous entoure, on est entouré. Alors, Sarah, Do you consider yourself an activist? So I'm tu wondering if penses activism que tu es une activiste, tu te vois comme quelqu'un, comme je sais que parfois le mot activiste a de connotations négatives. Il y a des gens qui sont extrêmes, mais c'est vrai que ce mot-là aussi, c'est un mot qui peut être très positif, car cela implique la manière qu'on a de partager une idée. Est-ce que tu te considères activiste? Non, moi je ne crois pas. Non. Moi, je suis une artiviste. Je ne sais pas comment le dire, mais parce que ce que moi je fais est notamment de promouvoir la créativité, mais je le fais à partir de la bonté et à partir de la passion. Car dans beaucoup d'activistes ou dans beaucoup d'artivistes, c'est-à-dire des gens qui font de l'activisme avec de l'art, moi, ces gens-là, parfois, ils sont un peu, ils aiment faire un peu trop de bruit. Et pour moi, il y a trop de bruit dans le monde. Alors, moi, je pense qu'il faut rendre les choses artistiques, mais il faut les faire d'une manière aimable, une manière, une manière qui apporte de la liberté aux gens. Je vais vous donner un exemple. Alors, moi, je n'accroche pas mes tableaux n'importe où. Je fais très attention. Je les accroche dans les hôpitaux, je les accroche dans les rues, je les accroche dans des communautés. Et parce que je pense que la créativité en général, dans certains espaces avec des jeunes, quelque part, est une buée de sauvetage. La créativité peut nous sauver. Je crois qu'il faut essayer, de modeler. Et l'art est essentiel. Et nous avons tous le droit de recevoir une éducation créative. Nous avons tous besoin de rapporter ou d'amener de la créativité dans nos vies. Et à la fin, ce sont les détails de tous les jours qui comptent. Alors, les détails dans des petites choses. Alors, c'est une magnifique manière de pouvoir utiliser, de pouvoir profiter de leur créativité. On n'a pas besoin d'aller vers des grandes choses, vers des grandes œuvres. Non, on peut commencer avec de toutes petites. Au début, tu nous as dit que les activistes, au début, et je ne vise pas donc à généraliser, mais que certaines activistes sont un peu exclus. Donc, ils essayent de t'exclure ou ils vont te finir par t'exclure. On dirait qu'ils se séparent. Ils disent nous et les autres. Et tu l'as dit, tout ce que tu nous as dit est que tu voudrais avoir un monde qui intègre davantage, un monde où les gens te disent, où tu dises aux gens, viens avec moi, ou quelqu'un te dise, viens avec moi, on va pouvoir le faire. C'est une manière très aimable d'aborder les choses. J'ai beaucoup aimé. Louise, moi, je veux te poser une question. Toi, tu travailles avec des clients, avec des sociétés. Et alors, comment dans ton travail des consultantes, comment tu essayes de promouvoir des pratiques durables parmi tes clients? Chaque client a une affaire, une manière très différente de voir les choses. Alors, comment est-ce que tu essaies de créer une relation avec tous ces clients? Comment est-ce que tu fais? Alors, je crois que ce que j'essaye de faire est donc faire en sorte que notre activité soit durable et qu'ils aient des pratiques environnementales. Quand on parle de durabilité, nous parlons de choses qui durent, qui restent.
Et il s'agit donc d'unir les deux aspects. Bien évidemment, ils souhaitent gagner de l'argent, mais il faut faire en sorte que toutes ces activités soient aussi durables. À jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos à l'impact que les entreprises ou les actions ont au niveau environnemental. Donc, les messages actuels voyagent très rapidement et il faut faire très attention avec la durabilité. Il faut avoir une conscience de durabilité en tant qu'entreprise. L'avenir, l'avenir de la planète est très étroitement lié au monde de l'entreprise. Et tu ne peux pas t'écarter, tu ne peux pas choisir les vieilles méthodes, tu ne peux pas les utiliser à nouveau. Donc, c'est un peu ce que je fais dans mon travail. Et en plus, vraiment, j'ai un intérêt personnel à travailler comme ça. Quelque part, je partage donc mon avis avec mes clients et je le fais d'une manière très honnête, très honnête. Et notamment les clients qui m'intéressent, ce sont ceux qui reviennent. Et si je vois qu'un client et moi, on n'arrive pas à bien se retrouver sur la partie éthique, mais bon, c'est bon, je ne travaille pas avec eux et je cherche un autre client. Pour moi, c'est l'avenir. Moi, si le client ne considère pas tous ces aspects, alors dans ce cas-là, je n'ai aucun intérêt à travailler avec eux. Alors hier, on parle de cela. Lors de la réunion d'hier, on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat, on a beaucoup parlé des entreprises et on a beaucoup parlé de l'éthique, le poids de l'éthique et où est-ce qu'on place l'éthique, c'est-à-dire avant ou après le gain économique. C'est vrai que parfois, il est difficile de y réunir, mais je crois qu'en fait, c'est tout à fait possible d'avoir une entreprise à succès et qui respecte toutes ces valeurs. Dernière question pour Louis, et qui est liée à qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de l'avenir? Qu'est-ce que tu attends donc pour les professions créatives? Quel sera l'avenir? Alors moi, je voudrais que tout le monde commence à réfléchir à la créativité comme quelque chose qu'il faut promouvoir et que cette créativité s'intègre partout. C'est vrai on a tous compris qu'il n'y a rien de sûr, qu'il n'y a rien n'est donné, quoi. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est quand je constate des créateurs ou qu'il y ait des artistes qui préfèrent ou qui en fait cherchent à gagner de l'argent en écartant leurs rêves. Alors je crois qu'on peut faire les choses et on peut faire les choses autrement car effectivement on est programmé par la société et parfois cela nous conditionne, même moi. Parfois, il faut que je me rappelle à moi-même que je peux gagner de l'argent et que je peux vivre en faisant les choses autrement. La créativité, nous pouvons l'appliquer à tout. Pourquoi nous l'écartons? Pourquoi on dirait que la créativité ne compte pas? Et même cette attitude, nous pouvons la retrouver même chez des créateurs. Alors, pour moi, la créativité est une valeur de poids. J'ai beaucoup aimé ton message et d'ailleurs, dans To les the chats, office. tu reçois, il y a énormément de messages adressés à toi. Il y a quelqu'un qui veut te nommer présidente. Donc, je vais poser la même question à Suzy. Qu'est-ce que tu attends pour la créativité? Quelles sont tes attentes? Moi, je voudrais voir dans chaque entreprise qui est donc un concepteur global d'expérience humaine. Ce serait bien que toutes les entreprises aient cette figure parmi leurs effectifs, car je pense que cela permettrait aux entreprises d'être plus créatives et en plus que ces créatifs devaient être considérés à pied d'égalité
avec d'autres, avec les autres, à pied d'égalité avec les autres postes d'entreprise. Sarah, en dernier lieu, Sarah, je te pose la même question. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Louise. Je suis tout à fait d'accord avec les deux personnes qui se sont exprimées. Alors, je pense qu'il faut parler plus fort. Il nous faut être plus fort, avoir une voix qui porte davantage. Il y a beaucoup de gens qui parlent actuellement. Ils disent qu'ils attendent. J'attends de l'argent pour ce projet. J'attends. J'espère. Mais non. Je crois qu'on devrait, je pense qu'on devrait écarter ces phrases-là de ma manière de parler, car le dire a des conséquences sur notre manière de penser. On dirait qu'il faut regarder en arrière et il faut revoir cette éducation. Et il faut que le revoir. Donc, c'est comment on a été programmé. Il faut il faut revoir la manière qu'on a de voir les choses. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser et il faut faire en sorte qu'à d'autres partagent ces expériences, permettre aux autres de partager. Et je crois Change the que c'est le status quo. seul moyen de se faire entendre. J'ai beaucoup aimé changer la réalité. Alors, on a du temps pour quelques questions, très peu de questions. Donc, vous pouvez ou le poser par le chat. Alors, je vais récupérer la question de Jacob, celle qu'il nous a posée au début, étant donné qu'il nous l'a expliqué. Et cette question, je vais la poser à Friedel. Alors, lui parlait des éléments. Un des problèmes pour avoir une éducation créative est que les professeurs nécessitent du temps pour préparer ses cours et pour changer la méthode. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je n'ai jamais été dans un contexte d'éducation formelle, mais je pourrais quelque part dire ce que mes collègues me racontent, c'est que quand tu écris un CV, et quand tu fais un curriculum pour une école et que tu formes les professeurs. Alors, dans ce cas, il faut que tu aies des méthodes. Je crois qu'un We did the training. professeur n'aurait pas besoin d'autant de temps pour préparer un cours d'éducation créative. Je crois que c'est la même chose. Il te faut un temps, il te faut un temps pour préparer. Mais je crois que non, on n'aurait pas besoin d'autant de temps, je pense. Oui, super. Edita, tu penses, tu es d'accord avec ce que nous venons d'entendre? Oui, mais en même temps, je souhaite rajouter quelque chose, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, si toi, tu es créatif et si tout le monde le l'est, si tu utilises cette créativité de la bonne manière, tu apprends, tu es capable d'apprendre tout seul. Et si tu fais partie, et si tu es dans un système ou dans un système d'éducation créative, moi, je ne parlerai pas des professeurs, je parlerai des médiateurs, surtout en sachant que tu es capable d'apprendre seul. Oui, j'ai beaucoup aimé cette idée, l'idée de quitter la figure des professeurs et donc les appeler médiateurs et que les jeunes, en fait, les utilisent comme bon les semble. Il y a quelqu'un qui demande comment accéder aux ressources. Alors, je dois te dire que tous ces événements, en fait, sont en train d'être enregistrés. Donc, vous allez les retrouver sur nos sites web, sur le projet. D'ailleurs, nous venons de publier un lien. Merci à vous tous. Merci à Flavio, Mylène, Mario, Louise, Sarah, Suzy. Merci. Merci à tout le monde. Je crois que j'ai oublié personne cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de nous avoir accompagnés. Merci pour vos suggestions. Merci. Merci. Donc,
Donc, nous, il y a certaines, nous allons donc ouvrir un débat interne. Donc, en utilisant la plateforme Miro. Et j'espère que nous allons donc arriver à 10 recommandations, à 10 propositions. Donc, ensuite, cela, nous allons le publier ou en fait fera partie de l'agenda 2030 jeudi, le 25. C'est là que nous allons vous présenter les séances. Donc, d'accord. Alors, pour s'inscrire, vous pouvez aller sur Eventbrite, c'est-à-dire le site que vous avez utilisé pour participer à cette rencontre, et faites-le pour la réunion de demain, pour la réunion de jeudi. Et en plus, il y a une expo, il y a l'accès sur le site Eventbrite. Là, c'est là que vous allez pouvoir retrouver le lien. Alors, on a cette expo et il y a beaucoup d'œuvres et des jeunes. Je vous encourage à aller regarder voir. Merci. D'accord? Donc, si vous avez un peu de temps, si vous avez un après-midi pour vous, alors regardez cette expo virtuelle. Alors, merci à vous tous. Merci tout le monde. Alors, vous savez que là, vous pouvez quitter cette réunion et que vous pouvez profiter du reste de la soirée. Demain, je vous attends. Merci Elna, merci à TCI et merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette réunion. On se revoit d'ici peu.